la compagne que j'aimais m'a déclaré « Je vais emménager chez mon meilleur ami, un homme, pour des raisons financières sans m'avoir demandé mon avis au préalable. » J'ai répondu « Ça tombe à point nommé. » Ce que je lui ai dit plus tard dans la soirée l'a fait faire ses valises en pleurant. Il y a une certaine quiétude qui s'installe dans une maison après une tempête. Ce n'est pas la paix. Pas encore. C'est le bruit du vent qui s'est finalement épuisé, vous laissant évaluer les dégâts. Dans mon cas, la tempête était ma petite amie depuis 4 ans, Sarah. Et les dégâts étaient la vie que je pensais que nous étions en train de construire. Mais en étant assis ici maintenant, j'ai réalisé quelque chose de crucial. La tempête n'a pas détruit mes fondations. Elle a juste dégagé une maison qui était déjà pourrie jusqu'à la moelle. Laissez-moi commencer par dire que je ne suis pas le genre d'homme facile à tromper. Je suis analyste de système. Toute ma carrière est bâtie sur la détection de schémas, l'anticipation des problèmes, et la compréhension comment un seul petit changement peut faire s'effondrer tout un réseau. J'ai appliqué cette même logique à ma vie, c'est pourquoi je n'ai jamais compris les hommes qui se plaignaient que leurs petites amies les ignoraient ou dépensaient tout leur argent. Ma relation avec Sarah était bâtie sur ce que je croyais être un cadre solide, des objectifs mutuels, et des investissements partagés. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était intelligente, ambitieuse, et avait un plan clair sur 5 ans. Nous étions une équipe. Nous avions convenu de combiner nos efforts pour économiser pour une maison. C'était une entreprise commune. Je gagnais plus d'argent. J'ai donc contribué à un pourcentage plus élevé de nos économies communes, mais elle contribuait aussi. Chaque décision était une discussion. Nous construisions quelque chose brique par brique, et je respectais cela. Je l'aimais pour ça. Son meilleur ami, un homme nommé Étienne, était la seule variable que je ne parvenais jamais vraiment à maîtriser. C'était une de ces personnes perpétuellement sur le point de réussir de grandes choses. Il portait des vêtements coûteux qu'il ne pouvait pas se permettre, conduisait une voiture en leasing pour laquelle il était toujours en retard de paiement, et se comportait avec la certitude suffisante d'un homme qui n'a jamais eu à faire face à une vraie conséquence. Il était toujours là à offrir des conseils non sollicités, faisant de petites blagues à mes dépens qui étaient juste assez plausibles pour être niables. Sarah le défendait toujours. « Il est comme un frère pour moi », disait-elle. « Il n'a tout simplement pas la stabilité que toi, Marc, tu as. » La stabilité dont elle parlait, c'était moi. J'étais la fondation. Et mardi dernier, elle a décidé de tester combien de poids je pouvais supporter. Elle est rentrée du travail avec une énergie étrange, un mélange de nervosité et de gaieté forcée. Elle m'a fait asseoir sur le canapé, celui que nous avions passé 3 week-ends à choisir ensemble. Puis elle a lâché la bombe. Ce n'était pas une requête. C'était une déclaration. J'ai une nouvelle incroyable, a-t-elle commencé un peu trop joyeusement. Le colocataire d'Étienne déménage à la fin du mois. Je vais prendre sa place. Je l'ai simplement regardé, attendant la chute. Il n'y en avait pas, s'est-elle empressée d'expliquer, ses mots se bousculant les uns les autres. Pense-y, Marc. C'est purement pour des raisons financières. Son loyer est tellement moins cher que la moitié des factures ici. Je pourrais économiser 1 000 € de plus par mois. Nous pourrions avoir notre maison beaucoup plus vite. C'est la solution parfaite. J'ai laissé le silence planer dans l'air. Elle voulait une réaction. Elle voulait une dispute, un débat où elle pourrait me dépeindre comme quelqu'un de contrôlant ou d'insécurisé. J'ai refusé de lui donner cela. J'ai exécuté 1000 scénarios dans ma tête, analysé chaque variable et vu l'unique chemin parfait à suivre. J'ai souri, un sourire calme et sincère. « Sarah », lui dis-je, ma voix parfaitement égale. Ça tombe à point nommé. Le regard sur son visage était inestimable. L'expression triomphante, préparée au combat, s'est transformée en pure confusion. Cela ne faisait pas partie de son scénario. Ça tombe bien, a-t-elle bégayé. Absolument, ai-je dit, en me renversant sur le canapé. C'est une décision financière brillante, sacrifier un peu de confort maintenant pour un gain plus important plus tard. C'est exactement ce genre de pensée qui me rend si fier de toi. Maintenant, elle était complètement déstabilisée. Elle s'attendait à une tempête, mais je lui avais donné un jour clair et ensoleillé. Elle a passé le reste de la soirée à parler avec enthousiasme de combien elle pourrait mettre dans notre fonds pour la maison, à quel point ce serait génial d'avoir Étienne comme colocataire et à quel point nous étions matures à propos de tout cela.
Je me contentais de hocher la tête et d'acquiescer, ajoutant des commentaires de soutien de temps en temps. J'étais le petit ami parfait et compréhensif. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle parcourait des annonces d'appartements avec Étienne au téléphone, riant et faisant des projets, j'ai attendu. J'ai laissé finir l'appel. J'ai laissé elle se délecter de sa victoire apparente. Puis je suis entré dans le salon et me suis assis en face d'elle. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. J'ai commencé, mon ton sérieux et réfléchi. Et tu m'as inspiré. Puisque tu fais ce grand pas pour accélérer nos économies, je pense qu'il est juste que je fasse de même. Elle m'a regardé un peu méfiante maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ai-je dit, en me penchant en avant. J'ai eu cette offre sur la table depuis quelques semaines maintenant. Un projet majeur basé au siège européen de notre entreprise. C'est un contrat de 2 ans. Le salaire est phénoménal et il s'accompagne d'un énorme bonus à la fin. J'allais le refuser parce que je ne voulais pas te laisser, ne pas laisser ce que nous construisons. Mais maintenant qu'avec toi déménageant pour économiser de l'argent, ça a tout son sens. Je peux mettre mes affaires en stockage, vivre modestement là-bas, et nous pouvons mettre mon salaire entier plus le bonus vers notre objectif. Quand je reviendrai, nous aurons assez pour acheter notre maison de rêve content. Sa mâchoire s'est lentement décrochée. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, la panique commençant à se glisser dans ses yeux. Toi. Tu as accepté un travail en Europe? J'ai appelé et je l'ai accepté ce soir, ai-je dit, mentant aussi facilement que j'avais jamais dit la vérité. Ils envoient le contrat final demain matin. Le projet commence dans 3 semaines. En fait, je résilie le bail de cet appartement à la fin du mois. Le timing est parfait, n'est-ce pas? La couleur a déserté son visage. Tu as résilié le bail. Mais où vais-je loger quand je reviendrai en visite? Visite? Sarah. Le but de tout cela est d'économiser de l'argent. Les vols depuis l'Europe sont chers. Nous devons être disciplinés, tous les deux. C'est ce que tu voulais, une décision financière intelligente. Puis j'ai porté le coup de grâce. Et puisque nous allons gérer nos finances séparément pendant les 2 prochaines années, nous devons diviser nos actifs communs. C'est la seule chose logique à faire maintenant. J'ai déjà préparé un tableau de l'épargne commune, des meubles, tout ce que nous avons accumulé. Nous devons déterminer qui obtient quoi. Elle m'a juste regardé sans voix. Le plan brillant qu'elle avait concocté avec Étienne, celui où elle pouvait vivre avec lui tout en me gardant, moi et mon revenu, comme filet de sécurité, venait d'être vaporisé. Elle pensait faire un simple pas. Elle ignorait qu'elle venait de déclencher un effondrement de tout le système. Le regard dans ses yeux n'était plus de la confusion. C'était une terreur pure et simple. Elle a commencé à faire ses valises cette nuit-là, mais pas avec l'excitation joyeuse qu'elle avait auparavant. Elle faisait ses valises en pleurant. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines depuis la nuit où j'ai démantelé notre avenir. Les conséquences ont été exactement comme je l'avais prédit, mais plus satisfaisantes. Merci pour votre soutien et vos messages. C'est bon de savoir que la pensée logique claire est toujours appréciée dans un monde de chaos. Le lendemain de notre conversation fut une masterclass en rétractation. Sarah s'est réveillée avec les yeux rouges et gonflés et a immédiatement essayé d'annuler son plan. Je ne réfléchissais pas clairement, a-t-elle dit, forçant un rire. Emménager avec Étienne est une idée stupide. Je ne veux pas faire ça et tu ne devrais pas aller en Europe. Nous sommes mieux ensemble. J'ai juste secoué la tête, mon expression empreinte d'un profond regret sincère. Je ne peux pas, Sarah. J'ai déjà signé le contrat. Si je me retire maintenant, je serai blacklisté dans mon entreprise. Ma carrière serait finie. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Bien sûr, je n'avais rien signé. Le contrat était un PDF que j'avais passé 2 heures à créer moi-même, avec un papier à en-tête officiel que j'avais copié du site web de mon entreprise. Mais elle ne le savait pas. De plus, j'ai continué à utiliser ses propres mots contre elle. Tu avais raison. C'est un mouvement financier intelligent. Nous devons penser à long terme. Quelques années de séparation sont un petit prix à payer pour une vie de sécurité. Chaque argument qu'elle a essayé de faire, je l'ai contré avec sa propre logique initiale. Elle voulait économiser de l'argent. C'était la meilleure façon. Elle voulait avoir notre maison plus vite.
Cela le garantirait. Elle avait tendu le piège et je me contentais de lui tenir la porte ouverte. Le processus de division de nos actifs a été brutal pour elle. Il s'est avéré que notre compte d'épargne commun était constitué à environ 90% de mes contributions. Quand j'ai transféré sa part, le montant exact qu'elle avait déposé au fil des ans vers son compte personnel, elle a été choquée de voir à quel point le chiffre était petit. Mais qu'en est-il de tous les intérêts? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. Cela est alloué proportionnellement à nos investissements initiaux, ai-je dit calmement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Les meubles ont été une autre bataille. Elle a commencé à pointer des choses. Le canapé, la table de salle à manger, la télévision. Nous pouvons vendre cela et partager l'argent, a-t-elle dit. J'ai sorti un autre tableau. J'ai acheté le canapé et la télévision avant même de nous rencontrer, ai-je expliqué. La table de salle à manger, je l'ai payée moi-même comme cadeau de pendaison de crémaillère quand nous avons emménagé. Ce ne sont pas des actifs communs. À la fin de la journée, il ne lui restait que ses vêtements, quelques articles de cuisine et une petite somme d'argent. La vie qu'elle tenait pour acquis s'est révélée être une vie que j'avais presque entièrement financée. Elle a emménagé avec Étienne il y a une semaine. Les premiers jours, mon téléphone était silencieux. Je pense qu'elle essayait de projeter une image de succès, d'avoir fait le bon choix. Elle a posté quelques photos sur les réseaux sociaux d'elle et d'Étienne buvant du vin dans leur nouvel appartement avec des légendes comme Nouveau départ et est tellement excitée pour ce prochain chapitre. Puis les appels ont commencé. D'abord, c'était à propos de la voiture. La voiture qu'elle conduisait était à mon nom. Je payais l'assurance. Je l'ai appelée et je lui ai dit que puisque j'allais déménager en Europe, je vendais la voiture et annulais la police. Elle aurait besoin de trouver son propre moyen de transport. La panique dans sa voix était réelle. Mais comment suis-je censé aller au travail? Marc, tu ne peux pas faire ça. C'est une décision financière, Sarah, ai-je dit, mon ton compatissant. Je ne peux pas me permettre de payer une voiture que je n'utiliserai pas pendant 2 ans. Ensuite, il y a eu la facture de téléphone. Elle était sur mon forfait familial. Je l'ai informée qu'elle serait retirée à la fin du cycle de facturation. Puis ce furent les services de streaming, l'abonnement à la salle de sport, tous les petits-fils financiers qu'il attachait à mes revenus. Un par un, je les ai tous coupés. Étienne a été, sans surprise, un cauchemar. J'ai commencé à recevoir des SMS de lui. Au début, ils étaient arrogants. Mec, tu as vraiment tout gâché. Sarah est incroyable. Ta perte. Je n'ai pas répondu. Puis ils sont devenus agacés. Et, Sarah est un peu courte sur le loyer ce mois-ci. Tu dois lui envoyer de l'argent. Ne sois pas un crétin. Je n'ai pas répondu. Son dernier message, envoyé tard dans la nuit, était de la pure désespérance. Marc, tu dois m'appeler. Le propriétaire menace de nous expulser. Sarah pleure tout le temps. Tu as créé ce désordre. Tu dois le réparer. Il croit sincèrement que c'est ma faute. Ils croient que je suis obligé de réparer la situation qu'ils ont créée. Leur arrogance n'est égalée que par leur stupidité. Ils pensaient pouvoir déjouer un analyste de système. Ils n'ont pas réussi à comprendre que je ne fais pas que voir le système. Je sais comment le casser. Je n'ai pas déménagé en Europe. J'ai emménagé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Il est plus petit, mais il est entièrement à moi. Le bail de notre ancien endroit est officiellement résilié à la fin de cette semaine. Sarah et Étienne pensent que je fais mes valises pour un vol international. En réalité, je suis juste en train de déballer les boîtes qui contiennent ma nouvelle vie paisible. Ils n'ont aucune idée où je suis. Ils n'ont aucune idée que je ne suis pas à des milliers de kilomètres, mais juste de l'autre côté de la ville, regardant leur plan mal conçu s'effriter en poussière. Et le meilleur, c'est que je ne fais que commencer. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois maintenant. L'onde de choc initiale est passée et je suis maintenant dans la phase d'observation des répliques. L'histoire a pris un tournant que même moi je n'avais pas entièrement anticipé. Mon plan était simplement de me dégager proprement de la situation et de laisser leur propre mauvaise planification être leur chute. Mais il s'avère que lorsque vous construisez votre vie sur des fondations de mensonges, l'effondrement est bien plus spectaculaire que vous ne pouvez l'imaginer. Après une semaine de SMS de plus en plus désespérés d'Étienne,
j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la mère de Sarah. J'avais toujours eu une relation cordiale avec ses parents. Ils semblaient être des gens décents. J'avais tort. La mère de Sarah n'a pas perdu de temps avec les politesses. Elle a lancé une diatribe sur la façon dont j'avais abandonné sa fille, comment je l'avais laissée démunie et sans ressources. Elle m'a traité de cruel et de sans cœur. Je l'ai laissé finir. Quand elle s'est finalement arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai parlé calmement. Avec tout le respect que je vous dois, Sarah a pris une décision financière indépendante d'emménager avec un autre homme. J'ai simplement pris quelques décisions financières de mon côté. C'est votre fille, vous avez la responsabilité de vous occuper d'elle, a-t-elle crié. En fait, ai-je dit, je ne pense plus qu'elle soit ma petite amie. Et je demanderai à Sarah quelles sont ses responsabilités envers moi et envers nos objectifs communs avant de me faire la leçon sur les miennes. Cette conversation fut le coup d'envoi d'une nouvelle campagne, l'offensive de la culpabilité et de la honte. Soudain, des amis communs ont commencé à m'appeler. Ils avaient tous entendu une version fortement éditée de l'histoire de la part de Sarah, dans laquelle j'avais eu une soudaine crise de nerfs, était devenue autoritaire et l'avait punie pour avoir essayé d'être financièrement responsable. C'était une variable que j'avais anticipée. Avant que tout cela ne commence, lorsque mes soupçons concernant Sarah et Étienne ont commencé à se solidifier il y a quelques mois, j'avais commencé mon vrai travail. Je suis analyste de système, vous vous souvenez? J'analyse des données. Je trouve des schémas. J'avais installé un logiciel de surveillance sur notre réseau domestique, non pas pour espionner ses emails, mais pour suivre les schémas de trafic de données. J'avais remarqué que son utilisation de données sur son ordinateur portable et son téléphone augmentait tard dans la nuit, et tout cela était dirigé vers les réseaux sociaux et les applications de messagerie alors qu'elle prétendait travailler. J'avais également remarqué que leurs commandes de produits d'épicerie en ligne partagés, payées depuis notre compte commun, comprenaient souvent des articles coûteux que je ne voyais jamais, comme des alcools haut de gamme et des steaks. La dernière pièce du puzzle est tombée en place lorsque j'ai fait une vérification des antécédents. Pas sur elle, mais sur Étienne. Il s'est avéré que sa situation financière était bien pire que je ne l'imaginais. Il avait 2 expulsions antérieures et une série de dettes impayées. Le propriétaire de l'appartement qu'il louait était un petit propriétaire indépendant, pas une grande société, un homme qui serait beaucoup plus susceptible d'agir rapidement contre un locataire qui ne paie pas. J'avais compilé tout cela, les journaux de données, les reçus d'épicerie, une copie des dossiers d'expulsion publique d'Étienne. J'avais tout dans un dossier numérique soigné, ma police d'assurance. Lorsque le premier ami commun m'a appelé pour me dire quel homme terrible j'étais, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement dit, je pense que vous n'avez entendu qu'un seul côté de l'histoire. Laissez-moi vous envoyer un email avec un peu de contexte. Je leur ai envoyé un lien vers une page web protégée par mot de passe que j'avais construite. Dessus, j'ai présenté toute la chronologie sans émotion et avec des preuves. J'ai inclus des captures d'écran des commandes d'épicerie montrant les articles qui n'étaient clairement pas pour notre ménage. J'ai inclus les dossiers publics de l'instabilité financière d'Étienne. Et j'ai inclus la preuve la plus accablante, des transcriptions des enregistrements audio de nos systèmes de sécurité à domicile. Le système enregistrait l'audio lorsqu'il était armé ou désarmé. J'avais capturé plusieurs conversations entre Sarah et Étienne lorsqu'ils pensaient que j'étais endormi ou au travail. Les conversations étaient répugnantes. Ils planifiaient cela depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement d'économiser de l'argent. C'était un complot délibéré. Le plan était que Sarah emménage avec Étienne et que je continue à financer son style de vie, la voiture, le téléphone, son argent de poche sous le couvert de notre relation. Elle utiliserait ensuite cet argent pour soutenir Étienne, l'empêchant d'être expulsé pendant qu'il lançait son entreprise. Il riait de mon côté trop confiant, de la façon dont j'étais le parfait investissement à long terme. Ils m'appelaient leur plan de retraite. J'ai envoyé ce lien à toute personne qui m'a contacté en son nom. Les appels ont cessé brusquement. La campagne de diffamation est morte avant même d'avoir commencé. Je n'avais pas seulement contré son récit. Je l'avais anéanti avec des faits froids et durs. Le meilleur moment fut l'appel que j'ai reçu de son père. C'était un homme fier, et je pouvais entendre l'humiliation dans sa voix. Il avait clairement vu les preuves. Il n'a pas crié. Il avait réussi à obtenir ma nouvelle adresse. Cela n'avait pas d'importance. Je lui ai dit que je laisserais les boîtes sur le quai de chargement de l'immeuble un jour précis.
Il a accepté. Il a ensuite posé une question dont je savais qu'elle viendrait. La voiture? Elle en a besoin pour le travail. Y a-t-il un moyen pour qu'elle puisse simplement reprendre les paiements? La voiture a déjà été vendue, ai-je dit. C'était un autre mensonge. Bien sûr, la voiture était garée dans mon nouveau parking sécurisé. C'était une décision financière saine. Le silence à l'autre bout de la ligne fut ma victoire. Il savait qu'il n'avait aucun levier. Il savait que sa fille avait été prise dans un complot si stupide et si avide qu'il n'y avait rien à défendre. Sarah et Étienne font maintenant face aux conséquences complètes de leurs actes. Leur propriétaire, à qui j'ai pu ou non envoyer un tuyau anonyme concernant l'historique financier de ses locataires et la nature précaire du revenu de son nouveau colocataire, a entamé la procédure d'expulsion. Sarah est sans emploi. Son entreprise, une petite firme où la réputation est tout, l'a renvoyée après que des rumeurs sur sa planification contraire à l'éthique aient commencé à circuler. Il semble qu'un de nos amis communs travaille dans la même industrie. Elles sont piégées dans un appartement qu'elles ne peuvent pas se permettre sans alliés à appeler. Elles pensaient être des cerveaux. Elles n'étaient que des amateurs qui ont choisi la mauvaise cible. Elles ont essayé de manipuler un système sans comprendre que c'est moi qui construis les systèmes et j'intègre toujours une sécurité. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois que mon ancienne vie a pris fin et que ma nouvelle vie a commencé. La poussière est complètement retombée. Le silence de leur côté est absolu. L'histoire est terminée et je peux affirmer avec certitude que j'ai gagné non seulement la bataille, mais toute la guerre, et je l'ai fait sans jamais élever la voix. L'expulsion que j'ai mentionnée dans ma dernière mise à jour a eu lieu. Sarah et Étienne ont été forcés de quitter leur appartement. L'image d'eux essayant de déménager leurs affaires sans voiture, un détail que j'ai appris d'un ancien ami commun, est une source de satisfaction tranquille. Leur plan brillant, conçu au fil de mois d'appels téléphoniques chuchotés et de réunions secrètes, s'est terminé par eux debout sur un trottoir entouré de boîtes qu'ils ne pouvaient pas se permettre de déplacer. Étienne, comme je l'avais prédit, a cédé sous la pression. Il a tout reproché à Sarah, pour avoir apporté son drame dans sa vie et pour lui avoir fait perdre son logement. Leur grande amitié, celle qui était comme une famille, s'est dissoute dès que l'argent a manqué. Il est retourné dans sa ville natale vivre avec ses parents, un homme de 30 ans vaincu par sa propre arrogance. La chute de Sarah a été plus dure et plus complète. Après avoir perdu son emploi et son appartement, elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez ses parents. Mais la maison où elle est revenue n'était pas le sanctuaire de soutien qu'elle attendait. Son père, un homme qui valorisait la réputation avant tout, était profondément honteux. Il avait vu les preuves que j'avais compilées. Il connaissait la vérité. Lui et sa mère lui fournissaient un toit au-dessus de sa tête. Mais la chaleur avait disparu. Elle était une honte pour le nom de leur famille, et il la traitait comme telle. J'ai appris par le bouche à oreille qu'elle avait du mal à trouver un nouveau travail. L'industrie dans laquelle elle travaillait est petite et la nouvelle circule vite. L'histoire de son plan manipulateur étayée par des preuves indéniables l'a rendue toxique. Elle paie un prix à long terme pour un stratagème de courte vue. La dernière et la plus satisfaisante pièce de cette saga s'est produite il y a environ 2 mois. J'ai reçu une lettre officielle d'un avocat qu'elle avait engagé. C'était une mise en demeure, une tentative désespérée de réclamer une sorte de règlement financier de notre relation de 4 ans. Elle était pleine de jargon juridique concernant la détresse émotionnelle et les partenariats implicites. Mon avocate, une femme pointue et pragmatique, attendait cela. Nous n'avons pas seulement répondu avec notre propre lettre. Nous avons répondu par une demande reconventionnelle. Nous avons intenté un procès civil contre Sarah et Étienne pour complot en vue de commettre une fraude. Notre dossier était méticuleux. Nous avions les enregistrements audio de planifiant d'utiliser mes revenus pour le soutenir. Nous avions les dossiers financiers montrant l'argent de notre compte commun dépensé pour lui. Nous avions même les SMS d'Étienne exigeant que je lui envoie de l'argent à Sarah. Nous avions même une déclaration sous serment de leur ancien propriétaire concernant la nature de leur location et de leur conversation avec lui. Le procès ne visait pas à gagner de l'argent. Il visait à faire une déclaration. C'était une déclaration finale et indéniable que je ne serais pas une victime. Son avocate l'a abandonné en 1 semaine après avoir reçu notre dépôt. Face à un procès qu'elle ne pouvait absolument pas gagner et sans argent pour engager un autre avocat, Sarah a été forcée de signer un accord. Dans celui-ci, elle a formellement renoncé à toutes les réclamations contre moi maintenant et à l'avenir.
Elle a également dû signer un accord de non-divulgation, l'empêchant légalement de jamais parler ou d'écrire sur moi ou notre relation à nouveau. Mon assurance contre la diffamation était maintenant solide et légalement contraignante. Je m'en sors avec tout. Mes finances sont sûres. Ma carrière est florissante. Mon nouvel appartement ressemble à une vraie maison. J'ai appris une leçon précieuse, bien que douloureuse, sur la confiance et l'importance de vérifier les données, même dans votre vie personnelle. Le travail en Europe était, bien sûr, une fabrication complète, une manœuvre stratégique conçue pour forcer sa main. Je n'avais jamais eu l'intention de partir. Pourquoi l'aurais-je fait? J'avais une place au premier rang pour le plus satisfaisant effondrement de système que j'ai jamais vu. Ils pensaient être intelligents. Ils me voyaient comme une ressource stable, prévisible et exploitable. Ils n'ont pas réussi à comprendre que les systèmes les plus stables sont souvent les plus complexes, et que les parties les plus silencieuses sont celles qui contrôlent tout. Ils voulaient jouer aux échecs, mais ils jouaient contre un grand maître qui avait déjà vu tous les coups possibles qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pas seulement perdu. Ils ont été démantelés. Et ma vie est plus calme, plus propre et meilleure pour cela. La tempête est finie. Le silence qui reste est la paix.